Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de donner aux candidats souhaitant répondre à l'appel MSc Postdoctoral Fellowships 2023 des instructions pour compléter la partie A de leur proposition. La proposition MSCA Postdoctoral Fellowships se découpe en trois parties. La partie A, la partie B1 et la partie B2. La partie A, qui est à remplir en ligne, correspond au formulaire administratif. La partie B1 correspond au projet scientifique. Cette partie ne peut pas faire plus de 10 pages et comprend les sections Excellence, Impact et Mise en œuvre. La partie B2 correspond aux annexes. Elle n'est pas limitée en nombre de pages. Elle se compose de 6 sections. Une dédiée au CV du chercheur, même s'il n'y a pas de limite de pages pour la partie B2, il est conseillé d'avoir un CV d'une longueur maximum de 5 pages. Une concernant la capacité des organisations participantes, une dédiée à l'éthique et une autre dédiée au contrôle de la sécurité, une dédiée aux considérations environnementales dans votre projet au vu de la MSCA Green Charter. Il s'agit d'une nouveauté depuis l'appel PF 2023. Et enfin, une permettant d'inclure les lettres d'engagement qui sont obligatoires uniquement pour les partenaires associés des phases allées de Global Postdoctoral Fellowships. Il s'agit également d'une nouveauté depuis l'appel PF 2023. Afin d'accéder au dossier de la proposition, vous devrez vous rendre sur le portail Funding and Tenders Opportunities de la Commission européenne et vous créer un compte EU Login si vous n'en avez pas déjà un. Une fois connecté avec vos identifiants, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la page de l'appel. Sur cette dernière, dans la section Submission Service, cochez le type de soumission. Vous aurez alors le choix entre Global Postdoctoral Fellowship et European Postdoctoral Fellowship, puis cliquez sur Start Submission. Vous arrivez alors sur cette page. Vous devrez commencer par renseigner le PIC de votre organisme. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez la possibilité de le retrouver grâce au moteur de recherche de la Commission européenne. Vous aurez également la possibilité de créer un PIC si votre organisme n'a jamais déposé de projet européen auparavant. Vous devrez ensuite indiquer votre rôle dans le projet. Encadrant, chercheur ou personne contact. Il convient de noter que l'encadrant comme le chercheur peuvent démarrer la proposition. Enfin, vous devrez renseigner l'acronyme, le résumé et le panel scientifique du projet. Pour le panel, il vous suffira de sélectionner dans le menu déroulant. À noter qu'il sera possible de modifier ces informations ultérieurement dans la partie A. Une fois que vous aurez cliqué sur Save and Go to Next Step, vous arriverez à la page dédiée aux participants. Vous aurez alors la possibilité d'ajouter d'autres contacts. Nous reviendrons sur ce point avec la slide suivante. Vous pourrez également modifier les contacts renseignés, voire les supprimer si vous aviez fait une erreur. Vous aurez également la possibilité d'ajouter des partenaires associés. Dans le cadre d'une European Postdoctoral Fellowship, vous pourrez ajouter un partenaire associé en cas de non-academic placement. Dans le cadre d'une Global Postdoctoral Fellowship, vous devrez ajouter un partenaire associé pour la phase allée du projet dans un pays tiers. Vous pourrez également renseigner un deuxième partenaire associé en cas de non-academic placement. En revanche, quelle que soit la bourse choisie, vous ne devrez pas ajouter de partenaire associé en cas de secondment. Revenons un instant sur l'ajout des autres contacts. Vous devrez renseigner le rôle de chaque personne dans le projet, encadrant, chercheur, personne contact, ainsi que les droits d'accès à la proposition. Si c'est l'encadrant qui a initié la proposition, il devra obligatoirement ajouter le chercheur. A l'inverse, si c'est le chercheur qui a initié la proposition, il devra obligatoirement ajouter l'encadrant. Il sera également possible d'ajouter une personne contact. Il s'agit généralement d'une personne de l'organisme bénéficiaire qui sera amenée à gérer le contrat du lauréat. Maintenant que le dossier est créé et que les participants sont renseignés, vous allez pouvoir démarrer votre proposition. En cliquant sur Edit Forms, vous aurez accès à la partie A à remplir en ligne. Vous aurez également la possibilité de télécharger les templates des parties B1 et B2 en format Word en cliquant sur Download Part B Templates. En cliquant sur Upload, vous pourrez déposer les parties B1 et B2 en format PDF sur la plateforme. Enfin, vous pourrez toujours revenir sur la liste des participants si vous aviez des changements à effectuer en cliquant sur Back to Participants List. La partie A se compose de 5 sections. Des informations générales sur la proposition, les participants au projet, le budget, les questions d'éthique et de sécurité,
et autres questions. Commençons avec la section dédiée aux informations générales en cliquant sur Show. L'acronyme sera déjà renseigné puisque vous l'avez indiqué sur la plateforme au moment de la création de la proposition. Toutefois, si vous souhaitez le changer, vous pourrez le faire à ce niveau. Il vous suffira simplement de cliquer sur le champ dédié et d'effacer l'acronyme actuel. Vous devrez en revanche indiquer le titre du projet. Le panel scientifique sera également déjà renseigné puisque vous l'aviez également indiqué sur la plateforme. Toutefois, vous pourrez aussi le changer en cliquant simplement sur le menu déroulant. Vous devrez ensuite renseigner au minimum 3 descriptors ainsi que des mots-clés. Il convient de garder en mémoire que les descriptors et les mots-clés permettront de déterminer quels évaluateurs seront les plus à même d'évaluer votre projet. Concernant les mots-clés, nous vous conseillons de mettre les plus percutants et les plus porteurs pour votre projet. Revenons juste un instant sur les descriptors. Une fois que vous aurez sélectionné le panel scientifique, vous pourrez renseigner un premier descriptor. Il sera alors forcément lié à ce panel scientifique. Puis, vous pourrez ajouter d'autres descriptors de votre panel scientifique ou non en cliquant sur le bouton Add. Vous pourrez en ajouter jusqu'à 5. Cela vous permettra ainsi, si vous avez un projet multidisciplinaire, de renseigner à la fois des descriptors de votre panel principal, ainsi que un ou plusieurs descriptors de votre panel secondaire. Ici, il faudra écrire le résumé de votre projet. Il s'agit d'une courte présentation de ce dernier, mais qui doit aborder l'ensemble des points clés de votre proposition. Il doit donner envie aux experts évaluateurs de lire l'intégralité de votre projet. Il est conseillé de le rédiger en dernier, une fois la proposition terminée. Enfin, vous devrez indiquer si vous avez déjà déposé un projet similaire au cours des 2 dernières années. Si tel est le cas, vous devrez renseigner le numéro du projet déposé. La dernière partie de la section Informations générales est dédiée aux déclarations. Vous devrez notamment certifier que vous avez le consentement des participants quant à leur participation au projet et au contenu de la proposition, que les informations déclarées dans cette proposition sont correctes et qu'aucune des activités du projet n'ont démarré avant la soumission de la proposition, que les participants respectent les critères de participation, qu'ils ont la capacité financière et opérationnelle pour mener à bien ce projet, etc. Passons maintenant à la section dédiée aux participants. Pour remplir les informations concernant votre établissement, cliquez sur Show Participant Details. Si vous avez dans votre projet des partenaires associés, le partenaire de la phase sortante d'une Global Fellowship ou un partenaire non académique qui accueille le placement, il faudra aussi remplir les informations les concernant. Certaines informations seront déjà présentes dans le formulaire. Elles sont associées au code PIC de votre établissement. Vous devez remplir les informations concernant le ou les départements impliqués dans le projet. Sous département, on entend une unité de recherche ou un département s'il s'agit d'une entreprise par exemple. Si vous êtes une petite structure et que vous n'êtes pas divisé en départements, cochez non applicable. Dans la partie suivante du formulaire, vous devez renseigner les informations administratives concernant l'encadrant. Ses noms, prénoms et adresses mail apparaîtront automatiquement lorsque vous lui donnerez accès au projet. Il ou elle pourra aussi se connecter et renseigner ces informations. Ensuite, renseignez les informations concernant le chercheur, le candidat postdoctoral. Des informations générales comme la date et le lieu de naissance, le pays de résidence, puis les informations concernant son employeur actuel, le contact et le cas échéant le numéro ORCID ainsi que d'autres numéros d'identification du chercheur dont il ou elle dispose. Si au moment de candidature le candidat n'a pas d'emploi, vous pouvez renseigner son adresse personnelle ou une autre adresse où on peut le joindre. Enfin, vous devez indiquer la date d'obtention de diplôme de doctorat. Si cette date arrive après la clôture de l'appel à projet, mais que la soutenance de thèse a eu lieu avant, le candidat reste éligible. Vous devrez dans ce cas-là indiquer la date de soutenance de thèse. Si la thèse a été soutenue il y a plus de 8 ans, comme sur cet exemple, pour prouver l'éligibilité du candidat, vous devez indiquer toutes les périodes qui ne sont pas considérées comme expérience de recherche à temps plein et peuvent ainsi être déduites de ce calcul pour allonger la fenêtre d'éligibilité du candidat. Les congés maternité-paternité, les périodes de chômage, le service national obligatoire, l'expérience professionnelle hors recherche, l'arrêt maladie longue durée ou l'expérience de recherche dans les pays tiers. Notez que la même période ne peut pas être comptée 2 fois.
indiquez les lieux de résidence et d'activité principale du candidat en cours de 5 dernières années. Indiquez juste les dates et les pays, le nombre de jours sera calculé automatiquement. Vous devez ensuite cocher des cases pour renseigner le rôle de votre établissement dans le projet. Par exemple, recherche, formation, communication et diffusion, management de projet. Puis vous devez indiquer jusqu'à 5 publications pertinentes vis-à-vis de la thématique du projet, faites par l'encadrant, le candidat ou l'équipe du laboratoire d'accueil. Jusqu'à 5 projets, en lien avec les thématiques du projet actuel où l'établissement bénéficiaire participe ou a participé. Et enfin, jusqu'à 5 infrastructures ou équipements techniques majeurs dont l'établissement dispose et qui pourront être utilisés par le boursier dans le cadre de ce projet. Vous devez enfin indiquer si l'établissement a déjà mis en place un plan d'égalité de genre. Disposer d'un plan d'égalité de genre est un critère d'éligibilité pour toutes les entités publiques, établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche des États membres et des États associés. Si la proposition est retenue, la convention de subvention ne pourra pas être signée si l'établissement n'a pas mis en place un plan d'égalité de genre. Passons maintenant à la section dédiée au budget. Tout d'abord, il convient de noter que le budget est calculé automatiquement en fonction des informations renseignées. En effet, ce sont des sommes forfaitaires en personnes-mois qui seront versées. Quelle que soit la bourse choisie, vous devrez indiquer si vous êtes éligible à l'indemnité de famille. Pour y être éligible, vous devez être marié, pacsé ou avec un ou plusieurs enfants à charge. Si vous cliquez sur oui, alors la colonne dédiée sera complétée. Sinon, elle restera à 0. Ici, il s'agit d'un exemple pour une European Postdoctoral Fellowship. Vous devrez alors simplement renseigner la durée ainsi que le pays dans lequel se déroulera la bourse à l'aide des menus déroulants. Une fois les informations rentrées, la ligne de budget sera complétée automatiquement. Prenons maintenant l'exemple d'une European Postdoctoral Fellowship, mais avec un Non-Academic Placement en plus. Pour rappel, le Non-Academic Placement est optionnel. Il n'est pas obligatoire d'en inclure un dans une proposition. Il faut que cela soit pertinent et que cela apporte une plus-value significative pour le projet. Une fois encore, vous devrez renseigner si vous êtes éligible à l'indemnité de famille, ainsi que la durée et le pays dans lequel va se dérouler la bourse. Ensuite, toujours à l'aide des menus déroulants, vous devrez renseigner la durée ainsi que le pays dans lequel va se dérouler le Non-Academic Placement. Vous aurez alors 2 lignes de budget, une pour la durée de votre bourse et une pour la durée du Non-Academic Placement. À noter que, même si le Non-Academic Placement se déroule dans un autre pays que celui du bénéficiaire, le coefficient correcteur ne change pas. Pour finir, prenons l'exemple d'une Global Postdoctoral Fellowship avec un Non-Academic Placement. Vous devrez d'abord renseigner la durée de la phase aller, ainsi que le pays et le partenaire associé. Dans le menu déroulant du partenaire associé, vous retrouverez les organismes que vous aviez renseignés sur la plateforme. Vous devrez ensuite renseigner le pays de la phase retour. Enfin, vous devrez également renseigner la durée, le pays ainsi que le partenaire associé où va se dérouler le Non-Academic Placement à l'aide des menus déroulants. Si votre proposition ne comporte pas de Non-Academic Placement, dans ces cas-là, ce point ne vous sera pas demandé. Le budget sera alors calculé en conséquence. Il convient de noter que si le coefficient correcteur ne change pas pour un Non-Academic Placement, il change pour la phase aller de la bourse afin de tenir compte du niveau de vie du pays dans lequel le chercheur va se trouver durant au moins 12 mois. Passons à la section dédiée à l'éthique et à la sécurité. Dans cette section, vous aurez tout d'abord un questionnaire à remplir concernant les éventuelles questions éthiques liées à votre projet. Il y a 9 catégories de questions. Pour chaque question, vous devrez indiquer oui si votre projet est concerné par le point évoqué ou non si ce n'est pas le cas. Si vous indiquez oui, vous devrez renseigner la page de la partie B où ce point est évoqué pour la première fois. Ensuite, vous allez devoir expliquer comment vous allez traiter ces questions. Dans le premier bloc, vous devrez expliquer en détail les potentielles questions éthiques liées aux objectifs, la méthodologie ou encore l'impact de votre projet. Dans le second bloc, vous devrez décrire comment les potentiels problèmes éthiques vont être traités de façon à ce que votre projet respecte les principes éthiques et que les activités proposées s'inscrivent bien dans le respect de la législation européenne et nationale des pays dans lesquels elles vont être menées. Vous trouverez ensuite un questionnaire concernant les aspects de sécurité.
De la même manière que pour le questionnaire précédent, vous devrez cocher oui ou non en fonction de votre projet. Si vous cochez oui, vous devrez indiquer la page de la partie B où ce point est mentionné pour la première fois. Passons maintenant à la dernière section, autres questions. Vous aurez alors des questions sur le chercheur. D'abord, si vous avez effectué un service national. Si vous répondez oui à cette question, il vous sera demandé de préciser la période ainsi que le pays où il s'est déroulé. Puis, si vous avez un statut de réfugié. Si vous répondez oui à cette question, il vous sera demandé de préciser la période ainsi que la nature des activités durant cette période permettant de confirmer ce statut de réfugié. Enfin, si vous êtes natif d'un État membre ou d'un pays associé à Horizon Europe. Si vous répondez non à cette question, il vous sera alors demandé si vous êtes un résident longue durée d'un État membre ou d'un pays associé. Si c'est le cas, vous devrez renseigner la période de résidence en continu en Europe. Enfin, vous aurez encore 3 autres questions à répondre. À noter que la question sur un potentiel secondment dans votre projet a été supprimée avec l'appel PF 2023. Une fois les 5 sections complétées, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Validate Form afin de vous assurer que tout a été bien rempli. En cas d'erreur, vous aurez une alerte rouge sur le point concerné et cela bloquera le processus de soumission. Il est également possible que vous ayez des alertes de couleur orange. Toutefois, celles-ci n'empêcheront pas la soumission. Une fois les erreurs corrigées, vous pouvez sauvegarder votre partie A en cliquant sur le bouton Save Form. Pour toute question, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous vous invitons également à consulter notre page sur le site Horizon Europe ainsi que notre page LinkedIn. Bonne chance à tous!